dans la semaine nationale des métiers du tourisme. Alors, vous avez été près de 150 à vous inscrire à ce webinaire et nous vous en remercions. Au cours de cet atelier, nous allons explorer les enjeux, les opportunités, mais aussi les atouts que représente le territoire du Grand Est sur le plan touristique. La région Grand Est, située au carrefour de l'Europe, est riche d'une diversité culturelle et naturelle qui en fait une destination prisée pour le tourisme. Alors, les métiers du tourisme y jouent un rôle essentiel dans la valorisation de ce patrimoine et le Grand Est, bien sûr, permet d'offrir une multitude d'opportunités professionnelles dans ce secteur. On y trouve des postes dans l'hôtellerie, la restauration, l'animation touristique, ainsi que la gestion d'événements et la promotion des destinations. Alors, ces métiers, vous allez le voir, nécessitent souvent une bonne connaissance des langues, un sens du service et une passion pour la culture locale. De plus, avec l'essor du tourisme durable, de nouvelles compétences émergent, orientées décidément vers la préservation de l'environnement et le développement d'offres touristiques responsables. Alors, pour vous faire découvrir ce secteur, des experts et des professionnels vont venir témoigner de leur activité avec le petit poussé des parcs d'attractions qui défient les géants et vise le million de visiteurs. Vous l'aurez tous compris, il s'agit du parc Nigloland. Également, on ne dansera pas avec les loups, mais on dormira avec eux au parc animalier de Sainte-Croix, élu 5e meilleur parc animalier d'Europe et premier en France. Nous n'oublierons pas notre célèbre Champagne avec le territoire d'Épernay, ainsi que le territoire de Gérardmer et son lac. C'est un peu l'image d'Épinal du tourisme vosgien, station incontournable bien sûr du Grand Est. Et je me permets de rajouter que cette année, on va souffler des bougies. On va souffler celle de l'avenue de Champagne qui devient centenaire et celle de l'Office de tourisme de Gérardmer pour 150 bougies. Alors, ce live d'un format d'1h30 s'inscrit comme pour les autres lives dans le cadre de l'attractivité des métiers et des formations. C'est une action de professionnalisation à destination des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion. Il y a tout un programme accessible en ligne et c'est gratuit. Et bien sûr, vous vous inscrivez tout au long de l'année. Avant de démarrer les interventions de nos experts, je vous informe que vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité tout au long de l'atelier d'interagir en déposant vos questions, remarques dans l'onglet « Questions » sur le côté en bas à droite de votre écran. Et vous avez également la possibilité de liker les témoignages qu'on compte sur vous. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont un mauvais son, mauvaise image, ou si le PPT n'apparaît pas, vous rafraîchissez votre page, touche F5. J'accueille Blandine Mougenot, ma collègue de la direction de la formation à la région Grand Est, parce qu'elle a quelque chose à vous proposer de sympathique. Et ensuite, Valérie, ma collègue du service orientation, nous présentera tout le panel d'outils mis à votre disposition dans le cadre de l'orientation des publics. Blandine, c'est à toi. Bonjour à tous. Effectivement, pour vous permettre de connaître un petit peu et de tester vos connaissances sur le milieu du tourisme donc en région Grand Est, on va vous proposer une petite activité, on va vous proposer un petit quiz. Donc je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage que vous trouvez en bas à droite de votre écran et de répondre aux quelques questions qui vous sont proposées. Vous aurez les réponses tout au long de l'intervention par nos intervenants. Donc pensez bien à bien cliquer sur soumettre le vote à chaque fois que vous répondez à une question. C'est important, sinon ça ne sera pas enregistré. Alors, c'est parti. Et pendant ce temps, Valérie, tu peux peut-être nous présenter toute la richesse des ressources de service orientation de la région Grand Est. En effet, merci Alice, bonjour à tous. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire du placement de produits, hein, je ne suis pas commerciale. Je suis plutôt là pour vous rappeler que la région Grand Est a la compétence d'information sur les métiers et les formations et elle a travaillé avec ses partenaires pour créer ce qu'on appelle le portail Orientest, qui est la contraction de l'orientation dans le Grand Est. Est-ce que Christelle peut me mettre en grand le PowerPoint? Merci Christelle. Et donc, voilà, merci. On ne va pas aller trop vite. Hop.
Et donc, le portail Orientest, qui est la contraction de l'orientation dans le Grand Est, avec 2 comptes Orientest Pro pour les professionnels et Mon Orientest pour les particuliers et les bénéficiaires. Et pourquoi, en fait, je vous dis ça en introduction, puisque la région, en fait, elle va vous proposer des outils pour, par exemple, valoriser vos événements, vos journées portes ouvertes, vos visites d'entreprise, etc. Donc, vous allez pouvoir les recenser dans ce que l'on appelle l'agenda de l'orientation, on a à peu près 100 000 consultations par an, il y a à peu près 250 événements par mois, et à l'intérieur duquel vous allez pouvoir retrouver, comme je vous l'ai dit, des journées portes ouvertes ou autres, et notamment vous allez retrouver un temps fort qui s'appelle la semaine des métiers du tourisme. Alice en parlait en introduction. Aujourd'hui, on a 59 événements qui sont référencés. Alors, on sait qu'il y en a à peu près plus de 300 dans le Grand Est. Mais voilà, on les a pas eu tous à temps. Et donc, vous pouvez retrouver, bien que ce soit des forums, ateliers de découverte, visite d'un office de tourisme, d'une école de voile, etc. Donc, je vous invite à cliquer sur le temps fort. Alors, on parlait d'agenda, mais il y a aussi un autre outil dans le bouquet de services numériques de la région Grand Est qui s'appelle la rubrique ressources, à l'intérieur de laquelle nous avons mis, par exemple, 2 liens sur les métiers de l'hôtellerie, les métiers de les métiers de l'alimentation ou bien la promotion de l'apprentissage et du métier de boulanger-pâtissier. Tout ça pour vous interpeller, c'est que si vous avez des sites à nous soumettre, n'hésitez pas à nous les adresser sur contact@orientest.fr. Ça nous permet en fait d'alimenter cette fameuse rubrique ressources qui est à la disposition de tous les publics. Sur le moteur de recherche en fait de la page d'accueil du portail Orientest, vous pouvez par exemple saisir le mot tourisme et le mot tourisme va vous amener à 21 métiers référencés. Sachant que dans chacun des métiers, vous allez retrouver la description du métier, les compétences requises, les données du marché du travail où l'exercer, les études, etc. Et puis, vous allez pouvoir aussi retrouver en détail le programme de formation, la durée, les coordonnées de l'établissement. Enfin, je vous invite vraiment à utiliser ce moteur de recherche qui est actualisé une fois par mois avec les données ONICEP et puis les données du RCO. Évidemment, on n'est pas que sur de la formation initiale dans le moteur de recherche, on a aussi la formation continue que l'on peut retrouver à travers le site Formation Grand Est et notamment à partir du mot tourisme, j'ai fait l'expérience où vous retrouvez 1175 formations proposées en lien avec le tourisme. On a aussi dans cette boîte, dans ce bouquet de services numériques, des actualités. On a mis en avant, bien évidemment, pour cette semaine, celle des métiers du tourisme. Vous avez aussi une chaîne YouTube où je vous ai mis le lien pour retrouver la playlist des métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme. On a un outil qui s'appelle Expérience Pro qui, lui, est alimenté par les entreprises, selon leur bon vouloir, qui permet en fait de déposer leur offre de stage, d'apprentissage, service civique, etc. Et puis, les candidats peuvent faire matcher leur CV par rapport à ces offres. Donc, je vous ai mis très brièvement, par exemple, tout ce qui est stage, vous avez 12 offres. Alors là, c'est vraiment dans la temporalité, les dernières, il y a quelques jours. Vous voyez, c'était marqué posté il y a une journée, 2 jours. On en a 84 dans ce qui concerne l'alternance. Dans le saisonnier, on en a 16. Évidemment, ça va s'alimenter au fur et à mesure. Et puis, on a un espace pour les pros. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un espace... le portail Orientest, lui, il est accessible à tous les publics, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, scolaire, etc., professionnel. Mais on a Orientest Pro qui a un accès libre et un accès connecté. Je rentrerai pas dans les détails parce que on a une formation qui est spécifique qui s'appelle sensibilisation au service Orientest qui est gratuite, qui dure 2 heures, qui est en ligne, qui permet de découvrir tout ce panel de produits et de ressources. Et je vous invite à vous inscrire. La prochaine formation est en ligne, elle est gratuite, elle dure 2 heures, c'est le 25 mars prochain. Et voilà, j'en ai fini parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Je vous souhaite un superbe atelier sectoriel sur ces métiers du tourisme qui sont très attrayants, rien qu'à voir la vidéo d'introduction. Merci Alice. Merci Valérie. Et tout au long de cet atelier, c'est peut-être l'atelier qui aura le plus de vidéos tout au long du live parce que tout est beau, effectivement. Donc, vous verrez ça avec nos professionnels qui vont intervenir. Et j'accueille Laetitia Veillant, responsable des études marketing au sein de l'Agence régionale du tourisme, plus couramment appelée ART, Grand Est. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot, je dirais, de la région Grand Est en termes de chiffres sur l'activité touristique, sur voilà.
Ça bloque, Laetitia? Donc, le temps que Laetitia nous rejoigne de nouveau, je pense qu'elle a été déconnectée. Donc, vous avez la réponse à la première question du quiz. Combien de nuitées ont été comptabilisées en 2023? Tout à Donc, fait. c'est 88 millions. Exactement, Vous êtes tout là. à fait. C'est 88 millions pour Allez-y. l'année 2023, pardon. J'ai eu une petite coupure Oui, il n'y a Internet. pas de Alors, on a les données 2024, on ne peut pas vous les fournir puisqu'on a une conférence de presse dans 2 jours et donc on garde la primeur des résultats pour les journalistes. Voilà, donc on D'accord. va vous présenter les chiffres 2023 qui ne vont pas vraiment évoluer. Donc on a une répartition de touristes de nuitées françaises et de nuitées étrangères avec 58% de nuitées françaises et 42% de nuitées étrangères, pardon, donc 37 millions et 50. Alors, si on regarde les nuitées françaises, on va pouvoir déterminer. Ah, ça coupe. Là, vraiment, on n'a pas de chance. Laetitia, ça coupe vraiment. Donc, pour pas prendre trop de retard sur le live, de toute façon, chers auditeurs et auditrices, vous aurez le PPT qui s'affiche. On va vous l'envoyer. Hein. Donc, Alain, tu peux nous reprendre les données, s'il te plaît, rapidement. Alain, de chargé de mission à l'OREF. Voilà. Bonjour, donc Alain Carré, chargé d'études à l'OREF Grand Est, l'Observatoire régional emploi formation. Donc je vais commencer par présenter quelques éléments sur l'emploi, sur les activités touristiques en Grand Est. Alors, le périmètre du secteur du tourisme peut être assez large, hein, cela va de la restauration à l'activité des voyagistes, en passant par l'hébergement, hôtel ou camping, des activités de transport de voyageurs qui permettent aux touristes de se déplacer, ainsi qu'aux activités de loisirs, en incluant par exemple les casinos ou les activités sportives et de culture. Le commerce pourrait également être mentionné lorsque l'on parle de tourisme, mais il est difficile encore de faire la différence en termes de nomenclature entre le commerce traditionnel et le commerce spécifique à l'activité touristique. Donc si l'on retient uniquement les 5 activités que nous venons d'évoquer et qui apparaissent dans le tableau, le tourisme en Grand Est, c'est plus de 134 000 emplois salariés du secteur privé en Grand Est, soit environ 9% des salariés de la région, avec une part importante pour les activités de restauration. Comme vous pouvez le voir, en 5 ans, les effectifs ont progressé de 11% sur l'ensemble du périmètre, avec des fortes hausses, notamment dans les activités de loisirs, sport et culture, avec 19% de hausse, la restauration plus 15% de progression en termes d'effectifs salariés et l'hébergement plus 11%. En revanche, les effectifs baissent de 6% chez les agences de voyage notamment. Sur le graphique de droite, nous pouvons observer la progression régulière des effectifs salariés du tourisme sur 10 ans, aussi bien en Grand Est qu'au plan national, mis à part lors de la période de pandémie en 2020. Alors, si on continue maintenant avec les actifs qui occupent les actifs du secteur, donc c'est 147 000 actifs qui exercent au sein du secteur, car nous ajoutons aux effectifs salariés les non-salariés et indépendants qui représentent 13% des actifs du tourisme, soit une part plus importante que ce que l'on peut observer de toutes professions confondues. Le secteur du tourisme se distingue dans la répartition par âge avec davantage de jeunes, 16% de moins de 25 ans contre 10% en moyenne, et moins de personnes de plus de 50 ans, 25% contre 30%. Autre élément distinctif assez fort, la part de temps partiel, nettement plus élevée, 24% contre 16%. Un autre point concerne également l'évolution du niveau de diplôme des actifs. Entre 2015 et 2021, on observe une élévation du niveau de diplôme dans le tourisme, mais également tout secteur confondu. Par exemple, la part des diplômés disposant au moins du bac passe de 49% à 56% dans le tourisme. Un autre élément que l'on peut également évoquer, c'est la part des femmes qui est de 46% dans le tourisme, soit un niveau proche de celui observé de tout secteur confondu. Alors, si on regarde maintenant un petit peu plus dans le détail par activité que l'on a évoqué précédemment, la part des femmes apparaît plus élevée, notamment dans l'hébergement et les activités des agences de voyage, avec plus de 60%. Pour la répartition par âge, la part des moins de 25 ans est très réduite dans le transport de voyageurs, ce qui est également le cas dans le transport de marchandises où un permis de conduire est nécessaire. À l'inverse, la part des jeunes est assez importante dans les activités de restauration. Pour la part des 50 ans et plus, le transport de voyageurs et les activités des voyagistes se distinguent avec une proportion de 30%
d'actifs. Cela pose évidemment la question des départs en retraite et des besoins de renouvellement de la main-d'œuvre. Pour ce qui est du temps partiel, du statut d'indépendant, ce sont la restauration et les activités des voyagistes qui se différencient avec des niveaux plus importants que ceux observés ailleurs. Enfin, en ce qui concerne le niveau de diplôme, les actifs de loisirs, sport et culture et ceux des agences de voyage ont pour moitié un niveau de diplôme équivalent à Bac+2 ou plus. Alors, si on continue maintenant avec les perspectives d'évolution, notamment des perspectives d'évolution des emplois et des postes à pourvoir, nous pouvons regarder à travers des projections de France Stratégie et de la DARES quelques éléments sur le nombre de postes à pourvoir d'ici 2030. La nomenclature utilisée ici ne nous permet pas d'afficher tous les métiers que nous venons d'aborder, mais uniquement les métiers de la restauration et de l'hébergement. Donc, on va regarder ce point plus en détail. D'ici 2030, ce sont 1600 postes qui seraient à pourvoir chaque année sur les métiers d'employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie-restauration, de cuisiniers ou de cadres d'hôtels, cafés et restaurants. Alors, principalement, ces postes sont principalement liés au départ en retraite, environ 1500 emplois par an. Face à ces 1600 postes à pourvoir, les projections de la DARES et de France Stratégie estiment qu'environ 2500 jeunes pourraient entrer sur le marché du travail dans ces métiers de la restauration et de l'hébergement. Donc, pas forcément de tension spécifique sur les besoins de recrutement. Néanmoins, les mobilités professionnelles importantes sur certains métiers peuvent nuancer ces chiffres et cette analyse. La question de la saisonnalité est également importante dans les métiers du tourisme. On va peut-être évoquer maintenant quelques éléments sur les effectifs en formation initiale. Avec quelques données pour le Grand Est. Ce sont près de 10 000 élèves qui sont en formation initiale en voie scolaire et en apprentissage, quand on combine les deux voies de formation, donc dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, sport et animation. Donc, le tableau permet de visualiser les effectifs par niveau de formation et de montrer que davantage de jeunes sont inscrits aujourd'hui sur les formations de niveau bac, ce qui n'était pas le cas auparavant, où il y a quelques années, les niveaux de formation de niveau 3, donc CAP, étaient équivalents à ceux des niveaux bac. Donc, on voit bien qu'on a une élévation du niveau de diplôme des actifs et des jeunes. Pour avoir davantage d'informations sur les formations, je vous propose de consulter notre site OREF, grandest.fr, et plus particulièrement notre document sur la cartographie initiale de l'hôtellerie-restauration tourisme réalisé en fin 2024 et qui vous permettra d'avoir des éléments en fait par département avec tout le détail de toutes les formations qui peuvent exister sur ce secteur en Grand Est. Merci beaucoup Alain. Alors je vais peut-être vous présenter 2-3 slides de l'ART puisque Laetitia n'arrive pas à se reconnecter. Je vais quand même vous montrer l'essentiel des chiffres en Grand Est. Ah ben voilà, mais on pourra pas tout faire. Oui, bien sûr. Voilà, je vous propose donc 88 millions et c'est peut-être ça qui est intéressant. C'était la page avec le nombre d'emplois. Oui. Celle-ci en fait. On comptabilise 111 000 emplois salariés et non salariés dans le Grand Est. Alors on part sur 23 secteurs d'activité caractéristiques du tourisme qui contiennent pour beaucoup des notions, donc des NAF liées à la restauration et liées aux hébergements. Et sur ces emplois salariés et non salariés, on arrive en fait à identifier les emplois salariés, donc 97 000, ce qui représente en fait au global au niveau de la région 7% des emplois de la région. Et on l'a aussi de façon sur l'ensemble des territoires infra et ça varie entre 4 et 11-12% pour les agglos. Voilà. Je peux vous présenter aussi l'offre en lieu de visite, puisqu'il y a des parcs qui sont là aujourd'hui. Donc, l'essentiel, en fait, en tout cas, les tiers, est lié à tout ce qui est patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique. Donc, dedans, c'est la famille, en fait, de tout ce qui est cave, tout ce qui est visite d'entreprise. Donc, en Champagne, en Alsace, l'artisanat pour les caves, l'artisanat, tout ce qui est visite aussi industrielle. Ça, c'est le plus gros package au niveau des visites. On a les musées, bien entendu, les sites religieux, les jardins, les parcs de loisirs. On estime sur le Grand Est environ qu'on a un peu plus de 2000 lieux de visite qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et puis, je vous ai mis en fait le top des sites en termes de fréquentation. Donc, on a Nigloland qui est donc le site le plus fréquenté à l'échelle du Grand Est. Batorama, c'est la visite en bateau.
de Strasbourg, le château du Königsbourg, le zoo d'Amnéville, le zoo de Mulhouse, le parc de Sainte-Croix, Thermapolis, etc., le centre Pompidou, la montagne des singes et le parc Fray-Pertuis. Et je voulais juste aussi vous mentionner qu'on a un centre de ressources qui permettent donc d'obtenir des informations sur l'ensemble des chiffres du tourisme à l'échelle du Grand Est, sur les filières, sur les destinations. On a des données ici par département et par territoire infra. Donc, je vous encourage vraiment à aller faire un tour. On a aussi toutes des données sur les bonnes pratiques avec des podcasts, des informations sur le tourisme durable avec la boîte à outils. Donc beaucoup d'informations et aussi d'autres podcasts sur des données pédagogiques et beaucoup d'articles et de revues qui sont publiés par mes collègues. Donc je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur notre site internet. Voilà, je vous remercie. Désolée pour la rupture Non, mais ça d'Internet. arrive. Mais par contre, Laetitia, il y avait une Oui. slide que je voulais qu'on diffuse, une des premières, qui Oui. montrait la position du Grand Est par rapport aux autres régions sur le tourisme. Je crois que vous aviez… Alors, c'est en fait les origines, hein, celle-ci. Voilà, celle-là, Voilà. oui. En fait, dans les nuitées touristiques françaises, les habitants du Grand Est font l'essentiel des nuitées dans le Grand Est, en fait. Hein. Notre principale clientèle, en fait, au niveau du tourisme dans le Grand Est, ce sont les Grands Estiens. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Ensuite, on a les habitants d'Île-de-France, les habitants de Hauts-de-France, de Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté. Mais de l'ensemble de l'activité touristique au niveau des nuitées, ce sont les Grands Estiens qui représentent pratiquement un tiers de l'activité des nuitées. Voilà. Et la cartographie des lieux liés à l'activité touristique, elle est intéressante aussi. Alors, la cartographie qui est celle-ci, c'est l'offre en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est la répartition des hébergements selon 4 familles, l'hôtellerie, les campings, les locations et tout ce qui est en fait collectif. Et donc, on voit sur la carte qu'on a une activité qui est plus importante sur le côté est, qui englobe en fait la région Alsace et la partie des Vosges du massif. Mais on a aussi, dès qu'il y a une grosse pastille, en fait, ce sont les villes, en fait. Hein. Donc, on a Troyes, on a Reims, on a Nancy, on a Metz. Là, on a Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Et là, les activités liées au massif. Voilà. Mais la fréquentation est sensiblement assez proche au fil aussi de cette répartition de l'offre. Hein, parce que s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de fréquentation. D'accord. Donc, l'offre touristique est en adéquation avec le nombre de touristes en Alsace. Voilà, sachant que dans le tourisme, en fait, il y a deux typologies de visiteurs. Il y a les touristes, donc ceux qui passent une nuit, et il y a les excursionnistes, ceux qui viennent à la journée, qui du coup sont aussi très importants et font aussi pas mal d'activités. Hein. Dans les parcs, par exemple, c'est aussi une clientèle très très importante. Il ne faut pas les négliger. Ces gens-là qui viennent à la journée, qui viennent exprès passer une journée et qui rentrent chez eux le soir, ou qui sont aussi de passage. On peut imaginer que des Hollandais fassent une halte d'une journée sur, par exemple, la Meurthe-et-Moselle pour poursuivre leur déplacement plus au sud de la France, par exemple. Mm-hmm. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces données, ces informations. On retrouve toutes ces informations sur le site de l'ART et avec un outil qui est formidable, Explore, je crois, c'est ça. Explore Grand Est. Voilà. Qui permet de répertorier, on cherche. Voilà. Qui est une plateforme en fait d'aide à la commercialisation pour les professionnels du tourisme et qui permet en fait d'avoir une vision de l'ensemble des prestations disponibles. En fait, on clique et on arrive directement sur le site du prestataire et là, on peut réserver l'activité. Voilà. Donc, je vous invite à aller découvrir parce que c'est très sympa. On se rend compte qu'il y a plein une offre quand même vraiment complète sur tout le Grand Est et peut-être des sites qu'on ne connaissait pas et qui méritent d'être découverts. J'invite Marie-Neige Beauvais et Rodolphe Ritt de France Travail de la direction régionale à nous rejoindre. Alors, Marie-Neige, on va y arriver pour vos slides. Bonjour Marie-Neige. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après tous ces chiffres-là qui nous donnent envie, effectivement, de continuer à augmenter la fréquentation sur le Grand Est. Hein. Je pense que je serai une cliente future pour aller voir d'autres paysages. Alors, donc, quelques éléments de contexte. Hein, donc, du 17 au 23 mars, c'est bien la semaine centrale sur la semaine du tourisme. Donc, la région Grand Est, France Travail et ses partenaires
en fait, se mobilisent sur cette 3e année, hein, donc 3e édition de la Semaine du tourisme. On est bien sûr, l'objectif de cette semaine, c'est bien de mettre en lumière toutes les opportunités d'emploi et de formation, hein, du secteur. Donc, vous voyez, le secteur qui est vaste, hein, avec différents secteurs d'activité, hein, qui peuvent être la restauration, l'hébergement, le transport, les voyagistes, loisirs et culture et le commerce, hein, comme le disait donc le collègue Alain Carret donc, de l'OREF précédemment. On est bien là pour faire découvrir au grand public, notamment aux jeunes et aux demandeurs, toute la diversité des professions via les filières en fait et via les rencontres avec les professionnels, hein. Donc au 17 mars, on avait 316 événements labellisés, hein, sur cette semaine, avec des journées portes ouvertes, des restaurants éphémères, voilà, beaucoup d'événements, dont aujourd'hui notre atelier donc avec la région Grand Est. Pour les enjeux, c'est le slide suivant. Je vous laisse défiler la slide. C'est à vous de faire défiler les slides sur le côté. Allez, j'y vais. Hop, je vous le fais. Merci. Pour les enjeux et les défis, donc on est bien, comme on le disait précédemment avec les chiffres, sur la prolongation de la durée de séjour. Le tourisme durable, hein, qui était un élément important, effectivement, à l'heure actuelle. La valorisation des territoires moins connus, hein, où on peut avoir effectivement moins de personnes présentes, mais voilà, qui méritent en fait vraiment le détour. Un autre enjeu aussi, c'est l'innovation et la numérisation, hein, notamment dans le cadre en fait des professions. On a la concurrence internationale et enjeu, donc c'est la formation et l'emploi, ce qui nous réunit en fait cet après-midi. Donc pour conclure, on est bien sur le secteur du tourisme dans le Grand Est qui joue un rôle économique crucial, hein, on le disait entre 7 et 9% hein, de salariés, hein, sur la totalité, donc c'est vraiment important. Et on doit relever effectivement plusieurs défis pour rester compétitif. Je laisse la parole à mon collègue. Oui, bonjour à tous. Je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais. Parce que ça Alors, ne fonctionne pas. Quelques chiffres pour compléter, mais voilà, quelques chiffres pour compléter ce qui a été dit précédemment. Là, dans le cadre de l'enquête BMO, hein, réalisée donc tous les ans par France Travail, donc sur l'enquête BMO 2024, vous voyez, on avait le top 10 des offres d'emploi, on avait quand même les métiers de l'hôtellerie-restauration, hein, notamment de la restauration, qui ressortaient vraiment. Personnel de cuisine, service en restauration et l'employé polyvalent de restauration. On a aussi café-restaurant, plongeur, vous voyez, on avait vraiment ces métiers qui ressortaient. Le secteur de l'hébergement de la restauration, ça reste le 4e secteur en nombre de projets de recrutement, hein, donc non saisonniers sur l'année 2024. Donc on verra aussi cette année ce qu'on aura comme tendance, mais elle ne risque pas de s'effacer. Justement, à contrario, on voit que les demandeurs d'emploi aussi ne sont pas non plus dans les top 10 des métiers qui ressortent le plus. Mais voilà, donc l'emploi, la promotion des métiers dans le cadre de cette semaine, voilà, va pouvoir bénéficier en fait à ce secteur. Donc là, on vous a remis un slide, oui, sur le périmètre, hein, mais comme je l'ai évoqué précédemment et comme l'a évoqué Alain Carret justement. Le commerce de détail, c'est un nouveau secteur. Cette année, on est bien sur le commerce de détail vraiment en lien avec le tourisme, hein, comme on peut avoir sur aux abords des lacs, hein, par exemple, si je prenais le lac d'Hiverne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Neige. Merci beaucoup. De toute façon, les auditeurs auront accès à l'ensemble des documents et on peut aller sur le site de France Travail où vous trouverez vraiment l'ensemble des données pour toutes les filières. J'invite Romain Lot, directeur de l'Union nationale des associations de tourisme du Grand Est, à me rejoindre. Alors, c'est le live de tous les risques puisque personne n'arrive à se connecter. Romain, êtes-vous là? Ça va. Eh bien, impeccable. On respire. Donc, bonjour Romain. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, je ne connaissais pas l'Union nationale des associations de tourisme. Et vous nous avez dit, l'UNAT, c'est le tourisme pour tous. Un Français sur 2 ne part pas en vacances. Et nous, on est là pour vraiment essayer d'impulser, de donner la chance à tous. Alors, Romain, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'UNAT, les missions de l'UNAT et puis votre quotidien avec votre équipe? Alors oui, concrètement, donc l'UNAT, hein, comme vous le disiez, c'est la tête de réseau de tout ce qui est tourisme social et solidaire. Donc c'est une association
qui rassemble plein d'autres associations au niveau régional qui ont toutes pour but d'ouvrir des séjours dans un but de tourisme pour tous. On parle de droit aux vacances. Et quand on parle de tourisme pour tous, c'est aussi bien pour des gens qui ont des moyens que pour des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui sont mobiles ou des gens qui ne sont pas mobiles, des gens qui sont en situation de handicap, des enfants, des seniors, des adultes, des groupes, des grands-parents avec leurs petits-enfants, vraiment tout public. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait l'UNAT pour tout ça? On travaille déjà avec un réseau d'hébergeurs. Donc on a parlé tout à l'heure de l'accueil du tourisme, enfin les chiffres de l'ART vous le montrez, beaucoup de structures dans le massif des Vosges. Nous, ça représente à peu près 300 hébergements sur le Grand Est et dont 75% dans le massif des Vosges. Donc dedans, on va retrouver aussi bien des villages vacances que des colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des campings, des hôtels, qui ont toute une particularité, enfin tous une particularité, c'est d'être gérés par des associations, ou des coopératives, ou des collectivités. On est dans une version non lucrative du tourisme, dans le sens où on est sur une logique de gestion désintéressée. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans les conseils d'administration ne tirent pas de dividendes, en fait, en sens simple. Ce qui donne une orientation à ce tourisme-là, où on est principalement sur un tourisme qui vise une utilité sociale. De se dire, on ne fait pas simplement un tourisme pour ramener de l'argent, on fait un tourisme à la fois pour servir un public ou un territoire, et on fait surtout un tourisme qui est en dehors de nos hébergements. C'est-à-dire qu'on va faire découvrir les richesses locales, que ce soit en patrimoine, en artisanat, en gastronomie, en nature aussi beaucoup, et dans des champs de métiers très larges. Alors, dans les champs de métiers, ça va aussi bien de l'animation type colonie de vacances, on va dire, assez simple, à du tourisme sportif, à de l'éducation à l'environnement, à de l'insertion, à du tourisme culturel aussi. Donc on est vraiment sur un monde, et je parle aussi du secteur des vacances adaptées, organisées, donc pas à destination des personnes en situation de handicap. Je peux vous citer un de nos hébergements, par exemple, qui est sur la route des Crêtes, donc au pied du Honeck, et qui a pour mission, qui s'est donné comme mission de rendre accessible la montagne à des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est une partie de nos adhérents. Une autre grosse partie, ça va être des voyagistes, donc encore une fois, qui organisent des séjours aussi bien pour des adultes que des enfants, que pour toute personne, tout type de public. Et un troisième volet va être des lieux de tourisme, donc où il n'y a pas d'hébergement, et où on va accueillir quand même, dans ce même cadre d'utilité sociale et de gestion associative, des gens. Donc ça peut être un château, ça peut être un centre d'éducation à l'environnement, ça peut être une base de loisirs, mais encore une fois, géré de manière désintéressée. Voilà. Et pour tout ce petit monde-là, si on en vient à l'équipe, ou à moins que vous ayez une question, Alice, sinon... Oui, parce que j'ai découvert avec votre structure la possibilité, vous avez évoqué les seniors primo-partants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, parce qu'on a 8 grandes missions à l'UNAT, et une de ces missions, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie sociale. Donc, alors, c'est un grand mot quand on le dit comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accompagne des collectivités ou des territoires à essayer de structurer, de structurer des politiques publiques d'aide au départ. On a parlé tout à l'heure, un Français sur 2 part pas en vacances. On est sur historiquement depuis le Front populaire, donc ça remonte à quelques années déjà, on est sur un retour en arrière par rapport à ça, c'est-à-dire une diminution du nombre de partants par an. Et donc nous, dans notre mission de tourisme pour tous, on va aider des élus à se dire comment on arrive à faire partir des gens. Et donc on structure des dispositifs d'aide au départ en vacances. Donc en gros, concrètement, c'est comment on trouve des bourses pour faire partir des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne sont pas acculturés au départ. C'est une autre raison du non-départ. Et un de ces dispositifs, c'est Vac Senior, donc un dispositif qui a pour but de lutter contre l'isolement de seniors sur des territoires ruraux principalement, et les faire partir en vacances pour qu'ils recréent du lien avec des gens de leur territoire. Et après faire perdurer ce lien-là au cours d'excursions, de goûters, etc. Donc on parle, dans ce cas-là, on est sur des seniors, aux yeux de notre déréglementation, c'est 55 ans, pour des personnes en situation de handicap, 60
an pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, on est majoritairement sur des primo-partants. Donc des gens qui ne sont pas partis jamais de leur vie, en fait, concrètement. Voilà. Et donc ça, c'est une de nos multiples missions, hein. Dans les autres missions, on a effectivement la première qui est une représentation politique, hein. Vous avez compris, on est une tête de réseau. Donc notre mission, c'est de faire du lobbying, hein, pour faire connaître ce secteur et ce droit aux vacances pour tous auprès de partout où il faut y être. De l'économie sociale au tourisme, à l'environnement, à tout ça. Une deuxième qui est une mission d'accompagnement, hein, donc, et d'expertise auprès des membres du réseau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quelle association et accompagner ces associations-là dans leurs projets, leurs problèmes, leurs préoccupations. Ça va de comment je mobilise mes bénévoles à comment je crée un emploi, à comment je fais un plan d'investissement de 4 millions d'euros pour mon bâtiment, quoi. Est-ce que je suis sur le bon régime fiscal? Enfin voilà, on est caisse à outils, centre de ressources sur le sujet. Une troisième mission, c'est la formation. Donc on est formation aussi bien à destination des professionnels que des bénévoles. Une quatrième qui est une mission d'observatoire. Donc dans les chiffres régionaux du tourisme que vous avez vus, nous, on fournit les chiffres pour le secteur du tourisme social et solidaire. Voilà. Et après, dans les autres missions, donc j'ai parlé de l'ingénierie sociale tout à l'heure, on va avoir une autre mission qui est l'ingénierie territoriale, où là, on va faire le même conseil qu'on fait à nos adhérents, mais pour des collectivités qui s'interrogent soit comment je transforme un lieu en un site touristique de tourisme social, donc ouvert pour tous, ou comment je mets en réseau des gens sur un territoire pour constituer une petite offre touristique plutôt ouverte à tous. Et les deux dernières missions, c'est la promotion, donc c'est de se dire comment on arrive à relancer des classes de découverte, relancer le tourisme familial, etc. Donc là, c'est la construction de campagne en essayant de repérer les leviers qui vont repermettre ces départs-là. Et la dernière, c'est la commercialisation, où on a une agence de voyage sous format coopératif qui s'appelle Terre d'Est, qui a pour but de vendre les séjours des adhérents. Voilà. Donc ça, c'est nos 8 grandes missions, mais ça couvre pas tous les métiers du tourisme social et solidaire. Dedans, donc là, c'est une mission, on va dire, d'ingénierie, d'accompagnement, hein, d'animation du monde associatif. Mais nos adhérents vont avoir aussi bien des métiers de l'hôtellerie-restauration, parce qu'ils font de l'accueil, hein, dans des hébergements, que de l'animation, que de l'éducation à l'environnement, que de l'éducation sociale aussi. Beaucoup sont partenaires aussi de l'école, donc il y a un gros travail en lien avec l'éducation nationale. On va avoir des gens aussi qui vont être médiateurs culturels dans certaines structures. On va avoir des gens qui travaillent aussi en tant que chargés d'insertion, donc qui vont accompagner des publics en insertion. Parce que certains de nos établissements accueillent des publics en insertion. Je pense par exemple au domaine du Hirtz en Alsace, où on est sur un site où il y a plusieurs ESAT, hein, dessus, et qui a pour mission d'accueillir, de faire travailler des personnes en situation de handicap, mais en tant qu'accueil touristique. Voilà. Donc voilà, et après, donc le champ des métiers dans notre secteur est très large. On va retrouver, comme je disais, dans les métiers de l'accueil, les métiers de l'animation et tous les métiers liés à l'éducation populaire et à l'éducatif. En faisant court, voilà. Merci beaucoup, Romain. On retrouve toutes ces informations sur votre site. On n'hésite pas évidemment à vous contacter s'il y a des questions, voilà, par rapport à votre activité ou découvrir votre secteur. Vous pouvez accueillir. Et je précise, vous êtes combien de salariés? 6 salariés de bénévoles, c'est ça? Ah non, alors non. Non, on est 6 salariés au niveau de l'UNAT Grand Est. C'est ça. Et pour Terre d'Est, la coopérative, il y a 2 salariés, mais en termes de bénévoles, on a plus d'une centaine de bénévoles et un conseil d'administration actif de vraiment 16 membres qui sont vraiment en fonction de représentation et d'animation de groupes de travail. D'accord, oui, excusez-moi, c'était 8 salariés, 6 plus 2 et puis 100 bénévoles. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Romain. Merci. Merci. Eh bien, merci à vous. Et je reste à disposition, hein, par téléphone ou par mail. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant de découvrir en images notre premier territoire du Grand Est mis à l'honneur. Laurence Prévost, directrice de l'Office de tourisme d'Épernay, à me rejoindre. Bonjour Laurence. Avant votre première intervention dans le quiz, il y avait une petite question, mais je crois que la majorité des auditeurs ont trouvé la réponse. Comment appelle-t-on les habitants d'Épernay, Laurence? Alors, bonjour à toutes et à tous. On les appelle les Sparnassiens.
Voilà, donc voilà, parce qu'il y avait dans le quiz, c'était la deuxième question, je crois. Donc, Laurence, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Office de tourisme d'Épernay, ses missions, les métiers qu'on va trouver au sein de l'Office, et puis surtout le territoire du Champagne célèbre. Mais alors, un petit coucou à la Côte des Bars, puisque le Champagne, c'est aussi du côté de l'Aube et limitrophe Haute-Marne. D'ailleurs, derrière moi, vous avez la Côte des Bars, et derrière Laurence, vous avez quoi, Laurence, derrière vous? Alors, derrière moi, vous avez la Côte des Blancs, mais c'est là où c'est Champagne. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureuse de participer à cet atelier. Alors, une année particulièrement riche au niveau événementiel cette année, puisque nous fêtons les 100 ans de l'avenue de Champagne avec un calendrier événementiel bien dense tout au long de l'année. Je vous invite à venir sur le territoire. Et on va également fêter les 10 ans de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec une grande fête le 4 juillet prochain, tout à côté d'ici à Champillon. Voilà, donc ça c'est une année déjà très festive. Quelques mots sur l'Office de tourisme d'Épernay. On est une équipe de 12 salariés. On est un noté en termes d'engagement niveau qualité catégorie 1. On est station classée de tourisme au niveau d'Épernay. On est qualité tourisme qui va muter bientôt vers destination d'excellence. Et on est tourisme et handicap. Cet OT, il a la particularité d'être un OT en plein cœur du vignoble. Vous avez découvert la première route bas carbone sur le territoire dans cette vidéo. On voulait un sujet d'innovation avec un partenariat avec une start-up pour encourager la décarbonation du tourisme en favorisant des expériences très immersives. Donc, être dans l'innovation, c'est la première route bas carbone en Champagne et dans le Grand Est. On continue à la développer en travaillant sur un principe de logique de porte d'entrée, en porte d'entrée gare d'Épernay. Épernay, en 2 mots, c'est sur l'avenue 110 km de cave. On est sur 200 millions de bouteilles. La distance, on est à l'ouest de la région, complètement à l'ouest. On est aux portes de Paris et on est très tourné vers Paris, porte d'entrée du tourisme international. Donc voilà, ça c'était pour la photographie au niveau de l'OT d'Épernay. Quant au métier d'un office de tourisme, que fait-on dans un OT comme le nôtre aujourd'hui à Épernay? On a un cœur de métier évidemment qui est l'accueil, c'est la vitrine, la porte d'entrée, la première impression que l'on a quand on vient dans un accueil d'un office de tourisme avec une équipe de conseillers en séjour. On a un gros travail au sein de notre office sur le sujet commercial avec un service groupe, un service de commercialisation sur les groupes autocaristes et individuels également. On fait un travail de promotion en lien avec l'ART. Je salue Laetitia qui est présente, avec l'ART, le département. On fait de la communication, beaucoup de digital, de l'observation avec la région, beaucoup et le département. Et puis, on est dans la qualité et l'innovation. Donc voilà, les quelques mots-clés des métiers principaux: conseil en séjour, promotion, observation, qualité, innovation, et un petit peu d'ingénierie sur l'accompagnement de nos porteurs de projets sur le territoire. Ça, c'est pour les métiers. Sur les recherches de compétences et les besoins que nous avons aujourd'hui, ça peut paraître une évidence, mais comme sur notre territoire en particulier, nous avons un fort taux d'internationalisation et que nous sommes catégorie 1, on a l'obligation sur les langues étrangères. Chaque conseiller en séjour doit parler à un très bon niveau 2 langues étrangères. Donc, ce besoin de formation en langue étrangère, même si on en parle souvent, ça reste quelque chose de très important à l'échelle d'un office de tourisme.
Ça, c'est le premier Oui, point. justement, je vous coupe Laurence, parce que dans le quiz, il y avait une question sur quel est le pays qui se place en tête pour le tourisme sur le territoire d'Épernay. Et j'ai pas été surprise des réponses. Moi, je connais la bonne réponse. La Belgique avec un tiers des réponses. Les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne. Quel est le pays qui vous visite le plus? Historiquement, c'était le marché anglais. Aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est le marché néerlandais en numéro 1, suivi des Belges, des Anglais, des Allemands et des Américains. Voilà pour ce top 5 sur le territoire sparnassien. Qui nécessite la maîtrise des langues, comme vous l'expliquiez tout à Nécessite l'heure. la maîtrise de langues étrangères et du fait aussi de notre classification en catégorie 1, d'être qualité tourisme. On a des engagements qualité à tenir en termes de jours et de compétences linguistiques et qui fait que chaque conseillère en séjour se doit de parler donc 2 langues avec un bon niveau, puisqu'il y a des tests, des audits mystères, et donc avec une pratique de langue étrangère à un niveau important. Et le taux d'internationalisation en été, on est à peu près sur 70% d'internationaux en plein été, avec 30% de français. Donc la pratique des langues est importante. Un autre sujet dans nos besoins aussi, ce sont les guides conférenciers. On développe beaucoup les visites guidées à l'échelle des offices de tourisme. Je pense que ma collègue dans les Vosges en parlera peut-être, mais en tout cas, dans nos besoins de ces guides conférenciers, on va être bientôt, je l'espère, ville d'art et d'histoire, donc il faut avoir sa carte de titulaire. Donc le sujet des guides conférenciers, c'est un éternel sujet pour accompagner nos groupes et nos individuels. Donc les besoins sont quand même assez importants, avec peut-être en plus un accompagnement demain à développer, parce qu'on a des guides conférenciers qui veulent se lancer parfois dans des micro-entreprises et qui, au-delà de la passion, de leur foi pour accompagner nos visiteurs, ont aussi besoin de compétences pour créer leur entreprise et ces besoins d'accompagnement pour créer ces micro-entreprises. Un point important, on a beaucoup parlé d'hôtellerie-restauration et ses besoins sur le territoire en matière de sommellerie et de services sont importants. Moi, je voulais aussi vous parler quand même du numérique, parce qu'aujourd'hui, un visiteur sur 12 vient en office du tourisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les visiteurs, de par l'info qu'ils trouvent au niveau du digital, le parcours client est quand même très digital. Si le parcours client est digital, ça veut dire que le marketing est digital. Alors, parallèlement, on a besoin de beaucoup d'humains. Beaucoup d'internationaux viennent en office et ont besoin de l'appui des offices et du conseil des experts locaux pour les guider. Mais si le parcours du client est digital, le marketing est digital, il faut des équipes aussi qui soient formées parfaitement au métier du digital. Et voilà, donc beaucoup de formations à ce niveau-là, au niveau du numérique, au niveau du digital. Et puis un sujet d'importance également, on en parle beaucoup, elle existe depuis longtemps, mais c'est l'IA, l'intelligence artificielle, bien la comprendre. Quelles sont les opportunités de l'IA aussi dans le tourisme? Opportunités à la fois pour les institutionnels et les pros. Et l'IA aussi qui ne doit pas faire peur, qui est là pour, je dirais, non pas remplacer, mais pour augmenter et nous permettre de libérer du temps sur des tâches plus rébarbatives pour pouvoir nous consacrer sur d'autres choses et d'autres opportunités. Et puis évidemment, un grand pilier, je ne l'ai pas cité, mais c'est le pilier du durable. C'est l'introduction avec la vidéo sur la route bas carbone autour du durable, où là nous avons un gros partenariat avec l'équipe de l'ART à travers le dispositif de l'éco-boussole. Laurence, vous confirmez, région Grand Est, première région œnotouristique de France, devant le Bordelais. Bien, si on prend le vignoble effectivement alsacien, le vignoble mosellan et le vignoble champenois, nous sommes effectivement dans cette région Grand Est, une grande région œnotouristique de France, évidemment, bien sûr.
D'où le développement, on a vu ces dernières années, que ce soit dans le domaine du Champagne, du territoire champardonnais ou le domaine alsacien, le développement du cyclotourisme, de l'œnotourisme, mais c'est pas que. Lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit, on peut pas faire du tourisme qu'avec l'œnotourisme. Voilà. Non, il y a effectivement dans l'expérience œnotouristique, on vient effectivement et on le voit, il y a une récente étude qui a été faite par une agence qui dit que voilà, on vient pour l'œnotourisme, mais pas que. On vient vivre œno et mémoire, par exemple. C'était le cas dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. C'est œnotourisme et mémoire. On vient faire aussi du vélo dans les vignes. À Épernay, on est dans une petite ville. Tout autour d'Épernay, il y a des vignes partout. Vous avez vu dans l'expérience de cette vidéo, on a un point de location vélo. Les gens partent avec leur vélo et vont faire du vélo dans les vignes. Donc, c'est œno, vélo, dégustation à consommer avec modération. Mais c'est des expériences œno et patrimoine et ainsi de suite. On ne fait pas 100% de l'œno, c'est œno et quelque chose. Et c'est ce type d'expériences qui sont aujourd'hui recherchées par nos visiteurs. Merci beaucoup. Et j'ai une question. Alors, vous allez peut-être, c'est pas vraiment vous en qualité de directrice de l'Office de tourisme d'Épernay qui pouvez répondre, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Camille pose la question, quelles études ou formations pour être guide conférencier? Alors, en revanche, moi, je vais vous poser la question différemment et on va répondre à Camille dans le chat. Vous embauchez ou vous recherchez des guides conférenciers? Il faut avoir, il me semble, une carte, il faut une habilitation. Alors, alors en fait, moi j'ai la chance d'avoir une guide conférencière titulaire elle a fait une licence de guide conférencier. Il y a 2 formations existantes. Elle a cette carte de guide conférencière, elle fait nos visites guidées. Pour autant, nous ne sommes pas encore Ville d'Art et d'Histoire. Donc, quand on n'est pas Ville d'Art et d'Histoire, nous pouvons à partir d'une formation opérée au sein de la structure, faire des visites guidées. Par contre, dès lors que vous êtes Ville d'Art et d'Histoire, vous avez l'obligation d'être titulaire de cette fameuse carte de guide conférencier. Donc, soit vous avez une licence de guide conférencier, une licence 3 de guide conférencier, soit il faut passer par la préfecture, il faut être titulaire à minima d'un Master 2, il faut un niveau en anglais, un niveau C1, vous voyez, au niveau d'un TOEIC, par exemple, un C1 au niveau de l'anglais, et il faut avoir 1 an d'expérience de guidage ou de nombre d'heures cumulées pour pouvoir faire ce type d'accompagnement au niveau des guides conférenciers. En tout cas, le sujet des guides conférenciers est un vrai sujet pour développer les visites et les expériences sur le territoire. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup, Laurence. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, je ne vois pas. Alors, à disposition par ailleurs pour toute question, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurence. Et on va partir, pas si loin que ça. On va partir sur un autre territoire et on regarde en images. Merci, Laurence, et on mettra vos coordonnées dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Office de tourisme de Gérardmer Haute-Vosges. En voyant cette vidéo, j'ai vu le nombre de cœurs, de pouces, etc., de smileys. On a tous, si on est à peu près du territoire Grand Est, un petit passeport parce que cette vidéo, c'est vrai que c'est intemporel. Gérardmer, c'est intemporel et c'est moderne à la fois. Donc, Blandine, vous allez nous expliquer tout ça. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'on s'est rencontrés. Vous m'avez dit, l'Office de tourisme, c'est le bébé de Gérardmer. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'Office de tourisme de Gérardmer, c'est quand même énormément de compétences, énormément de salariés. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Alors effectivement, cette année, alors d'autant plus parce que nous fêtons les 150 ans de notre Office de tourisme, le comité des promenades, donc le premier office de tourisme de France, a été créé le 23 juillet 1875. Donc, comme le disait ma collègue d'Épernay, c'est aussi une année festive à Gérardmer Haute-Vosges en 2025.
Voilà, donc nous sommes en fait un office de tourisme communautaire qui regroupe 8 communes sur notre territoire. Et notre office de tourisme en fait est réparti, on va dire, est divisé en 5 pôles, parce que comme le disait également Florence Prévost, la partie accueil d'un office de tourisme que tout le monde voit n'est finalement que la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres métiers et compétences recherchées dans un office de tourisme. Donc, pour ce qui concerne l'office de tourisme Gérardmer Hauts-de-Vosges, il est composé de 17,6 ETP et 2 apprentis. Et donc divisé en un pôle direction, un pôle commercialisation, un pôle accueil et qualité, un pôle marketing digital, partenariat presse et médias, et un pôle congrès, événements et tourisme d'affaires, ce qui est assez peu fréquent, on va dire, dans les offices de tourisme. Donc la directrice de l'office de tourisme, en fait, Florence Dupont, est là pour établir la stratégie de l'office de tourisme, son fonctionnement. Elle gère le budget, elle manage l'équipe et elle est en lien avec tous les institutionnels du tourisme du territoire, notamment par le biais du comité de direction qui est composé d'élus et de socioprofessionnels. L'office de tourisme Gérardmer Hauts-de-Vosges est sous forme EPIC. Elle est secondée par une assistante de direction qui gère toute la partie administrative. Et puis, pour ce qui est de la comptabilité des ressources humaines et de la collecte de la taxe de séjour, étant sous forme EPIC, ceci est sous-traité soit avec la commune de Gérardmer, soit avec la communauté de communes Gérardmer Hauts-de-Vosges. Le pôle commercialisation, donc l'office de tourisme Gérardmer Hauts-de-Vosges possède encore sa propre centrale de réservation. Donc centrale de réservation hébergement, mais également pour tout type d'activité. La commercialisation, avant tout, c'est la création de produits, de séjours, packagés, clés en main, en fonction de la demande du client. Donc ce pôle est composé d'un responsable qui a la gestion du service et de 3 agents de réservation qui ont chacune leur spécialité, donc soit en charge des hébergements et de leur valorisation, soit en charge des groupes, soit en charge des activités. Nous avons un pôle marketing, promotion, digital, partenariat et presse, avec une responsable qui est en charge de toute la partie édition, donc que ce soit les éditions print, qui sont ensuite dématérialisées bien sûr, en charge de la stratégie marketing et de la coordination des actions digitales. Nous avons également une chargée de communication digitale et numérique qui gère les réseaux sociaux, les applications numériques extérieures, les photos, un apprenti community manager, une attachée de presse et médias, donc qui gère les accueils de presse, environ une 30aine par an, et les relations avec les différents médias. Et également, nous avons donc au sein de l'office de tourisme un webmaster développeur qui gère notre site internet. Le pôle accueil et qualité, donc tout comme pour Épernay, nous avons plusieurs labels en fait au niveau de l'office de tourisme. Nous sommes également classés en catégorie 1 au niveau de la marque qualité tourisme. Donc notre responsable accueil qualité a en charge le planning des services, la régie de la boutique. Il coordonne également les actions avec différents partenaires, notamment pour ce qui concerne les sentiers de randonnée qui sont sur notre territoire. Et il gère aussi l'observatoire de gestion des flux touristiques, notamment avec la pose de compteurs pour voir un petit peu la fréquentation de différents sites qui pourraient parfois être très très fréquentés, donc ce qui nous permet de diriger nos touristes de la meilleure des façons. Donc nous avons des conseillers en séjour trilingues, ce qui est bien sûr obligatoire quand on est en catégorie 1, également une apprentie. Et des chargés de qualité en fait pour la gestion des différents labels présents soit au sein de l'office de tourisme, soit sur notre territoire.
Et enfin, donc, nous avons un pôle congrès événements, donc avec une responsable de service qui gère notamment l'exploitation des locaux du centre des congrès Espace Lac. Donc c'est un centre des congrès qui appartient à la ville de Gérardmer, mais qui est géré par l'Office de tourisme. Donc avec l'accueil de manifestations diverses et la création d'événements par l'Office de tourisme. Nous avons également une chargée de mission qui coordonne les différentes actions événementielles et les manifestations touristiques sur le territoire. Et au sein du centre des congrès, 2 agents techniques polyvalents qui gèrent la mise en place des manifestations, l'appui technique aux clients, etc. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'Office de tourisme Gérardmer-Haute-Vosges. Merci beaucoup, Blandine. Mais justement, vous prenez des alternants, c'est ça, qui sont en formation? Oui, tout à fait. Voilà. J'ai noté, ils étaient en formation soit à Saint-Dié, je crois, pour la licence, ou au CFA de Remiremont pour le BTS en alternance. Hein, parce que, voilà, on n'a pas mis le site des formations, mais ça, vous pouvez le trouver sur le site Orientes. Vous trouvez toutes les formations dans le tourisme. On ne vous les a pas présentées là parce que ça faisait une carte illisible. Mais vous voyez, même à Remiremont ou à Saint-Dié, on trouve l'enseignement supérieur pour pouvoir travailler dans le tourisme à côté de chez soi. Blandine, il me semble que vous avez 3 rendez-vous très importants liés au cinéma. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont ces 3 rendez-vous? Oui, donc c'est vrai que Gérardmer accueille énormément d'événements tout au long de l'année, que ce soit des événements sportifs ou culturels, mais c'est vrai que Gérardmer est aussi terre de cinéma et accueille 3 rendez-vous connus nationalement, voire internationalement, et très connus des cinéphiles. On accueille notamment le Festival du film fantastique, tous les ans, fin janvier, donc depuis 1994. On accueille également les rencontres du cinéma, donc ce sera la 27e édition début avril. C'est un congrès professionnel de cinéma pour les exploitants de salles, pour les producteurs, pour les distributeurs, pour les fournisseurs de produits cinéma, qui se retrouvent à Gérardmer tous les ans pour voir des films en avant-première, pour faire un petit peu leur marché et discuter entre eux. Et la particularité de ce congrès professionnel, c'est qu'il est ouvert au public et que le public géromois et de proximité peut voir des films en avant-première dans les mêmes salles que les professionnels. Et le dernier événement cinématographique, c'est le festival Graines d'étoiles. Donc celui-ci, c'est un festival jeune public qui est organisé par la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer. Juste avant les vacances de la Toussaint et pendant les vacances de la Toussaint, sur 15 jours environ. Et là, c'est vraiment un festival à destination du jeune public, voire très jeune public, pour voir des courts-métrages, des films d'animation, des films d'aventure, mais en lien avec leur âge. Voilà. Merci beaucoup, Blandine. Et si je suis collégien ou lycéen en classe de seconde et que j'ai un stage à faire, est-ce que je peux venir à l'Office du tourisme candidater pour faire une découverte métier du tourisme au sein de l'Office de Gérardmer? Alors non, malheureusement, on ne prend pas de collégiens, lycéens en stage. C'est vrai qu'on a la partie qualité, comme on disait, qui doit être présente tout au long de l'année. Et nous, les stages, c'est principalement à partir du BTS, voire de la licence. Comme on disait, il faut que ce soit des personnes qui soient trilingues, notamment pour les conseillers en séjour. Donc c'est vrai que voilà, ce n'est pas un public qu'on reçoit. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Et on parle de langue, bilingue, trilingue. Et n'oubliez pas la plateforme Do You Speak Grand Est. On vous a mis le lien dans le chat qui vous permet d'accéder. Alors j'attends la réponse de ma collègue Véronique. Je ne sais plus combien de langues on peut apprendre sur cette plateforme, mais c'est énorme. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert à toute personne résidant en Grand Est, quel que soit l'âge, le statut. Voilà, et c'est très ludique, c'est très sympa. Et je vous assure, on progresse, je vous l'assure. Merci beaucoup, Blandine. Et place à notre prochaine entreprise qui va nous faire rêver. Découvrons en images.
on vous a vu il y a 2 ans, vous étiez RH, je ne citerai pas l'entreprise, mais sur une autre filière, une activité de transport. Vous étiez RH et on vous a retrouvé par hasard à la tête des ressources humaines du parc Sainte-Croix. Nadège, le parc Sainte-Croix, on en parle dans tout le Grand Est, en Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter vraiment succinctement ce parc animalier, qui n'est pas un zoo, hein, je tiens à le préciser. On fait bien la différence entre parc animalier et zoo. Et puis, tous les métiers et les recrutements que vous opérez en cours d'année, tout au long de l'année. C'est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction, Alice. En effet, je ne vais pas parler de transport aujourd'hui, on va parler plus d'animaux, mais surtout, je dirais, de transmission. Sainte-Croix, alors on n'est pas sur 150 ans d'existence, pardon, je n'arriverai pas à détrôner l'Office de tourisme de Gérard May, mais aujourd'hui, on va fêter nos 45 ans d'existence. C'est une entreprise qui est familiale, en tout cas un fondement familial. On était, par exemple, il y a 5 ans, nous étions même pas 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on peut atteindre les 150 collaborateurs en pleine saison. Donc, c'est un vrai essor. Ce qui fait la force de notre parc animalier Sainte-Croix, vous l'avez bien dit, c'est que nous ne sommes pas un zoo. Les personnes aujourd'hui et les visiteurs recherchent bien plus que juste voir un animal. C'est quels sont les messages que nous, on peut transmettre en tant que vrais acteurs de la biodiversité, quels sont les messages qu'on peut transmettre en faveur de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est ça vraiment notre mission. Vous voyez, partager pour préserver. Alors oui, vous allez dire les animaux, mais aujourd'hui, on exerce notre activité sur plus de 130 hectares. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans un milieu type réserve naturelle et on a la chance d'avoir la moitié de notre population animale qui sont issus de la faune européenne. Donc c'est vraiment la sensibilisation de se dire, regardez quel type d'animaux vous pouvez retrouver dans nos forêts. On a des engagements aussi territoriaux, que ce soit avec des programmes de conservation et de conservation en milieu semi-sauvage et également des programmes de réintroduction dans la nature. Donc, on a notre équipe animalière qui est engagée, mais on va bien plus loin que l'équipe animalière. On va avoir nos fonctions support, on va avoir les personnes qui sont issues aussi des hébergements. Il faut savoir qu'on a 56 lodges nature. C'est la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut aller plus loin dans la transmission des messages pédagogiques que uniquement nos visiteurs jour. On a créé un système de lodge nature face aux animaux qui permet de transmettre des messages. Alors oui, les animaux, c'est quoi? En fait, les animaux, c'est notre point d'entrée et notre porte d'entrée pour émerveiller les personnes. Une fois qu'on les a attirés, soit en visiteur jour ou en visiteur nuit, c'est comment notre équipe va réussir à transmettre les messages pédagogiques. Donc, on a nos animateurs, nous avons nos réceptionnistes, nous avons, je dirais même moi, quand je vais sur le terrain, je vais être au courant de notre raison d'être. Ça va être, on émerveille avec nos animaux, le point d'entrée, on va transmettre notre message pédagogique. Et le but, c'est quoi? C'est que chaque personne qui arrive à Sainte-Croix puisse, à leur niveau, agir. À petite échelle, à grande échelle, mais c'est je suis sortie de Sainte-Croix, j'ai appris des choses sur le milieu qui m'entoure, naturel, et comment je vais pouvoir agir à mon niveau, finalement à mon échelle, ou plus si nécessaire. On a des programmes de conservation où les personnes peuvent adhérer, on a une association aussi, on va pouvoir toucher plus grand nombre de personnes en termes d'investissement. Donc, l'idée, c'est de se dire, à chaque fois qu'on va recruter une personne, c'est à son image, peu importe le métier qu'il fait, qu'il soit dans la communication, dans la comptabilité, qu'il soit au service du client, mais au service de l'expérience client qu'on cherche à transmettre. Donc là, vous voyez plein d'expériences nature qui sont proposées. Et chaque salarié de l'entreprise doit être en mesure de connaître quels sont les produits qu'on propose pour se dire, en fait, je vais sortir sur le terrain, un peu me balader, je dois avoir un geste pour l'écologie, je vais voir un papier qui est par terre, parce que je travaille dans les bureaux, que ce que je vais pas forcément ramasser. Donc, c'est un principe d'exemplarité qui va s'appliquer pour nos visiteurs et de se dire, oui, en fait, chaque personne, peu importe où on travaille, on peut agir.
Et justement, alors, les nouveaux lodges face au loup, c'est le succès. Je crois, combien de mois à l'avance pour réserver une nuit avec les loups? Eh bien, c'est fini. C'est vrai que c'était un petit peu notre image, notre étiquette qu'on nous collait il y a quelques années, de dire, oh là là, il faut un an et demi d'attente, parce qu'en effet, ça plaît, et c'est une expérience qui est ultra insolite, mais on n'est plus du tout sur ce schéma-là. On a rentré avant, quand on a démarré, on était sur 11 lodges. Aujourd'hui, on est à 56 lodges qui sont ouverts quasiment toute l'année. Donc, ça veut dire que, lançons le pari, vous pouvez venir sur notre site internet et regarder, vous trouverez une nuit pour demain. Donc ça c'est super. Et on va venir, donc on a bien compris, parc animalier, biodiversité, parcours pédagogique, tout public. Hein. Ça c'est important aussi de le souligner. On propose scolaires. Voilà, plusieurs événements. Alors, je parlais de l'accueil jour qui fonctionne très bien en famille ou pas, l'accueil hébergé pour prolonger un petit peu l'expérience, mais on a évidemment ce qui fonctionne de plus en plus, notamment à partir de l'année dernière, je dirais, on a des gros groupes, la fonction séminaire. C'est des fois, on se dit, je sais plus comment innover en fonction de cohésion d'équipe, team building. On a la même chose, escape game, et nous, en fait, on propose une expérience vraiment immersive au sein du parc avec des enjeux clairement RSE. C'est nous qui vous organisons tout sur mesure, et on sait que le produit séminaire fonctionne très bien chez nous, soit à la journée, soit à la nuitée, où on a un système de grange où plusieurs personnes peuvent y séjourner. Et aussi, en termes de sensibilisation et des messages, on a les publics familiaux, les publics professionnels, mais également les scolaires, où en période mai-juin, ça fonctionne très très bien en sortie scolaire pour nos enfants. La moyenne d'âge au sein du parc de Sainte-Croix de vos salariés, c'est quoi au niveau des ressources humaines? Il faut savoir que nos métiers sont des métiers passion, clairement. Donc, on va être sur, une moyenne d'âge de 33 ans environ. On a un turnover qui est assumé parce que ce sont des métiers passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va proposer, c'est une entreprise qui est tremplin. On va faire 3 ans, 5 croix, une saison, 2 saisons, 3 saisons, un CDI, de se dire waouh, j'ai eu la chance en fait de vivre 5 croix à différents moments de l'année. Et en fait, on vit avec la nature, si vous voulez. On va avoir le brame du cerf en septembre, on va avoir en avril les naissances. En hiver, on va avoir notre parcours lumineux qui nous permet d'écouter finalement nos animaux et la nature en hiver. Donc, on va vivre les saisons. Et ce qui nous permet de dire, j'ai réussi à faire le tour de Sainte-Croix. C'est quelque chose où on est investi, il y a un degré d'investissement qui est fort parce qu'il y a le message aussi pédagogique qui est fort. Et on se dit, une fois que je travaille à Sainte-Croix, oui, c'est peut-être isolé. On est en Moselle-Sud, il y a quasiment rien. Mais derrière, je vais retrouver un métier à Strasbourg ou autre. Et j'aurai un bagage de connaissances qui est juste extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Et d'un point de vue connaissance et d'un point de vue positionnement de l'entreprise, on a aussi une forte polyvalence chez nous. Ça veut dire qu'une personne qui est à la réception, demain, elle a envie de passer à l'accueil ou de passer à animatrice, on va détecter le potentiel de la personne, on va le former et on va permettre aussi une mobilité interne pour se dire, ok, j'ai travaillé 5 ans à Sainte-Croix, j'ai pu développer toutes les compétences que je souhaitais au sein du parc pour après les mettre à profit ailleurs. Alors, comme vous n'êtes pas loin de Sarrebourg, je vais oser la question. Est-ce que vous avez tissé des liens avec les partenaires en charge de l'emploi et de la formation du territoire, comme France Travail ou la mission locale de Sarrebourg? Est-ce que vous acceptez des immersions ou des stages découvertes pour nos jeunes du Grand Est inscrits en mission locale? Nadège? Oui, je ne sais pas si Estelle est présente ou pas, mais je la remercie en tout cas de l'accompagnement qu'elle a au quotidien. Oui, on a un partenariat fort avec France Travail. L'année dernière notamment, on a mis en place la méthode de recrutement par simulation pour les saisonniers. On avait plus de saisonniers à recruter l'année dernière. Ça a bien fonctionné parce qu'on fidélise. Cette année, on a beaucoup de saisonniers qu'on avait l'année dernière qui reviennent, donc pas forcément besoin de mettre en place la MRS. Mais ça fait aussi quelques mois qu'on met en place des immersions professionnelles. Je sais que nous, comme on est sur un principe de saisonnalité, ça rassure les managers de se dire ils viennent juste pour la période, par exemple, des vacances scolaires de février. On est ouvert jusqu'à 15 jours. On voit comment ça fonctionne. Il y a moins de monde aussi qu'en saison, donc on rassure aussi le candidat. Et si ça fonctionne des deux côtés, on se dit écoutez, on vous propose une saison à l'issue. Donc, c'est quelque chose qu'on développe tout doucement. Et la mission locale aussi, on commence à créer un vrai partenariat. Je vais notamment intervenir demain en tant que marraine, si vous voulez, un petit peu de la mission locale pour donner des petites idées, des tips pour nos jeunes. Comment se présenter à un entretien d'embauche, mais un entretien d'embauche de 2025 et puis d'il y a quelques années.
Super, ça c'est vraiment une chance pour le territoire de Sarrebourg. Et est-ce qu'il reste justement des postes à pourvoir pour la saison qui arrive? Alors, pour une fois, je dirais, on a très bien anticipé et on n'a pas beaucoup de recrutement. On n'a pas de difficulté à recruter parce qu'on a une vitrine qui est assez sympa. La difficulté à noter aussi dans le type de métier touristique, et ce qui fait qu'on n'y reste pas non plus 10 ans, 20 ans ou 30 ans, en tout cas difficilement, parce qu'on a une complexité au niveau des horaires de travail. On va avoir du travail le soir, on va avoir du travail tôt le matin, le week-end, les jours fériés. Faut pas se le cacher, c'est là où on a le plus d'affluence. Donc, c'est de se dire, OK, comment on peut recruter avec alors un cadre idyllique et des conditions de travail qui sont ultra favorables pour le salarié, mais derrière, on a un travail qui n'est pas du lundi au vendredi. À ce jour, les postes qui sont encore à pourvoir, on va avoir femmes et valets de chambre. C'est des métiers malheureusement qui sont un peu méconnus. On se dit non, j'ai pas forcément envie de faire le ménage, mais on va bien au-delà de ça. Agent d'accueil, on trouve du monde, mais agent d'accueil, on reste au niveau de l'accueil et on ne voit pas les animaux. Femmes et valets de chambre, on est quotidiennement en totale autonomie. On est garant de la propreté des loges, on prend soin de tous les loges, que ce soit les loges VIP avec le jacuzzi, que ce soit les cabanes dans les arbres, et nos femmes et valets de chambre, quelque part sont les ambassadeurs du parc sur la transmission des infos. J'ai vu tel loup, il y a un comportement un peu bizarre, ils vont prévenir les soigneurs. Donc derrière, il y a une vraie valorisation aussi du métier. Par contre, le permis de conduire, je suppose, obligatoire, puisque en fonction des... Voilà. Oui. Obligatoire, on dit. Alors, sachez qu'on a de vrais projets aussi en termes d'attractivité et de mobilité chez nous. On sait que c'est un lieu qui est isolé. Pour nos stagiaires non rémunérés, donc des stages de moins de 2 mois, on a la possibilité d'avoir un loft où ils sont logés. Pour des personnes qui souhaitent s'inscrire de manière durable, un CDI, même saison ou autre, mais qui a besoin d'une transition pour trouver un hébergement, on peut proposer quelques hébergements en transitoire. Et là, on est en train d'investir sur des logements, notamment sur le village à côté, pour se dire on va mettre en location 3 ou 4 studios disponibles pour des personnes qui souhaitent, notamment pour la saison, rester. Ça nous permet aussi de tabler de manière nationale sur des candidatures. Merci beaucoup Nadège. Donc, on peut, je suppose, candidater en ligne sur votre site. Ça, tout est en ligne. Alors là, vous avez les offres qui sont saisonnières. En général, on recrute toute l'année aussi sur agent de nettoyage, par exemple. Mais sachez qu'on a de réelles opportunités tous les 2 mois, j'ai envie de dire, sur des postes aussi plus pérennes, notamment au niveau, que ce soit des fonctions support, que ce soit au niveau de l'accueil des postes à responsabilité aussi. Donc, c'est hyper important de mettre la notification sur notre compte Instagram et vous aurez toutes les infos en temps réel. Merci beaucoup Nadège, merci beaucoup pour cette présentation super complète et rapide et concise. Et je m'adresse à Emmanuel Debar. Bien sûr, il y a le BTS Tourisme à Vitry-François et je vois qu'il y a des auditeurs qui représentent par exemple Émilie, l'École supérieure de tourisme 3-Metz. Il y a eu des mises en relation là pour les stages. C'est super pour les étudiants. Je parle de stages non rémunérés, mais pour l'animation, qui est un métier ultra complexe chez nous, parce qu'on fait de l'animation sur différents publics, c'est ultra polyvalent. Nous, on préconise quand même des stages longue durée, donc rémunérés, en faveur, c'est favorable pour le salarié, mais pour nous aussi, de manière à ce que c'est pas, on le forme vite fait en 2 mois, c'est non, il vient avec 6 mois, il va toucher à tout, il est formé et il vient avec une vraie expérience à l'issue de son stage et de sa formation. Donc, il y a des possibilités aussi de stage longue durée. N'hésitez pas à contacter. L'adresse mail, c'est recrutement@parc-sainte-croix.com, tout simplement. Mais vous avez les éléments. Si vous regardez sur notre site internet, vous regardez les offres. Il y a l'offre stage longue durée qui est possible, que ce soit du côté réception, du côté animation. C'est super. On va remettre le lien, Christelle, tu peux remettre le lien du lien de recrutement. Et voilà. Et on espère que vous trouverez que ça fera le bonheur d'un ou de plusieurs candidats. Merci beaucoup, Nadège. Et maintenant, découvrons en image notre toute dernière entreprise qui va venir témoigner. On a pris un peu de retard, mais ça devrait être bon. C'est acceptable. Allez, c'est parti. Sa magnifique
tour infernale. Je crois que on l'appelle comme ça. Anaëlle Reynaud, est-ce que vous êtes là? Vous êtes responsable des ressources humaines au sein du groupe du parc d'attractions Nigloland, situé à Dolencourt dans l'Aube. Alors, c'est à côté de Bar-sur-Aube et à côté de Troyes. On retrouve également Christelle Gollard et Fabienne Piquet, respectivement directrice et conseillère en insertion professionnelle au sein de l'agence France Travail de Bar-sur-Aube. Alors, Anaëlle, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je suis parmi vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Eh ben, j'aimerais bien, mais ça ne fonctionne pas. Oui, si, ça va fonctionner, on y croit. Ah, Parce que c'était la cerise sur le gâteau. Hein. Donc, voilà. Oui, je sais bien. Alors, attendez. Ah, on voilà. me voit, je crois. Magnifique. Anaëlle est en direct de l'Eden Palais. C'est un manège très connu à Nigloland. Voilà, c'est les fameux petits chevaux, mais c'est vraiment très très beau. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, Anaëlle a pris le risque de faire le live en direct sur un manège. Tout à fait, exactement. Anaëlle, c'est combien d'emplois Nigloland? C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on a cette chance à Nigloland d'avoir énormément de propositions d'emploi puisque c'est très varié. Ça va bien évidemment des employés opérateurs d'attraction comme on peut le voir juste ici, un opérateur qui peut opérer sur l'Eden Palais. On peut voir juste ici la zone de pilotage. Mais ça va également des espaces verts, de la sécurité, de l'électricité, de la maintenance, des boutiques. Donc, c'est vraiment très, très large et on a beaucoup de propositions en tout cas. Ça, c'est top. Le moment le plus fort du parc d'attractions, parce que je crois qu'il n'est pas ouvert 365 jours sur 365 jours. Il est ouvert de quelle période à quelle période? Expliquez-nous. Alors, tout à fait. On ouvre à partir du 5 avril cette année, donc dans peu de temps, dans 3 semaines, on va dire. Et on ouvre jusqu'au 11 novembre. Mais durant cette période-là, on va être fermé la semaine, par exemple. Ça va dépendre en fait du nombre de visiteurs qu'on prévoit. Le calendrier est fait en conséquence. Donc, bien évidemment, on est ouvert sur les périodes de vacances scolaires. On est fermé ensuite en semaine et ouvert les week-ends et jours fériés. Mais donc, la période la plus forte, sinon, c'est pendant Halloween, en novembre, où c'est 2 semaines très intensives. Et pour les salariés et pour les visiteurs, c'est vraiment la période la plus intense. Et justement, vous allez nous dire, donc record battu, le parc d'attractions Nigloland, ça a été combien de visiteurs? Parce que c'était aussi dans le quiz. Combien de visiteurs en 2024 ou 2023? 750 000 visiteurs. Super, donc on vise le million? Eh ben, on espère, oui, c'est l'objectif en tout cas. D'accord. Ok. Alors, ce qui était intéressant lorsqu'on s'est rencontrés, c'est que vous m'avez expliqué qu'il y avait 60 salariés permanents, des mécaniciens, des électriciens, responsables d'opération, et que vous recherchiez énormément de monde pour les emplois saisonniers, on va dire, c'est du saisonnier. C'est de la sécurité, de l'hôtellerie, de la restauration, agents de propreté. En plus, vous avez un projet d'un nouvel hôtel, je crois. C'est ça, exactement. Il y a l'hôtel qui ouvre le 5 avril. C'est sous forme de lodge, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour Nigloland. On a toujours l'hôtel des Pirates, le fameux hôtel si connu. Mais derrière, juste derrière cet hôtel-là, vient se rajouter des lodges privatives, en fait, et qui vont être ouvertes dès l'ouverture du parc le 5 avril 2025. Donc là, vous avez opéré les recrutements, on verra avec France Travail, ça a été fait aussi en amont, travailler vraiment avec… Tout à fait, un partenariat avec France Travail. Oui, voilà. Tout à fait. Et vous recherchez encore du monde? Est-ce que vous recherchez encore du monde? On recherche encore, parce qu'on prend toujours les devants, on ne sait jamais comment le début de saison peut se passer. Donc, on recherche encore, notamment en sécurité, agents de sécurité armés, agents de sécurité basiques, j'ai envie de dire, agents de sécurité de nuit. On recherche également pour compléter les effectifs de l'hôtel, puisqu'on vient les compléter de manière un peu plus importante liée aux besoins pour le nouvel hôtel.
Donc, on recherche des hôtes de propreté, un pâtissier, un cuisinier qualifié, un réceptionniste. Alors, je dis un, mais c'est une. Hein, je mets au Bien sûr. masculin de Oui, oui. manière globale. On recherche également toujours un électricien et ce poste-là sera potentiellement en CDI. Donc, il n'y a pas que des postes saisonniers, comme vous l'avez dit. On est une soixantaine de permanents. C'est bien de le préciser également, puisque le parc, même quand le parc est fermé aux visiteurs, il continue de vivre. D'accord. Les conditions d'exercice, les horaires. Voilà, le parc, il fait pas 9h midi, 13h, 17h. On suppose que il y a des horaires un peu décalés, il y a les jours fériés, les week-ends. Donc, ça veut dire quand même une grande disponibilité, même si on a 1 ou 2 jours de repos consécutifs. Ça veut dire des roulements. Exactement. Comme vous l'avez dit, on est dans un domaine d'activité qui fait qu'il faut travailler et être mobilisé les week-ends et jours fériés. Donc ça, on insiste bien auprès de nos futurs collaborateurs. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, au niveau des horaires, ça va dépendre du poste de travail. Sur des horaires en boutique, par exemple, ça va dépendre de l'affluence qu'on attend en boutique. Donc peut-être qu'on va privilégier des horaires plutôt fin de journée pour mobiliser davantage de personnel sur cette tranche-là. Ça va vraiment être varié. Après, c'est des horaires tout à fait classiques. On respecte ce qui est le légal et on met des doublons si possible pour faire des roulements. Donc les plannings sont communiqués à l'avance et ils sont établis en fonction des impératifs que les salariés nous donnent. À partir du moment où c'est communiqué bien avant, nous on s'adapte également au planning des candidats et futurs collaborateurs. Conditions de permis de conduire, je suppose. Dolencourt, je rappelle, n'est pas desservi comme dans d'autres territoires du Grand Est. Je pense à l'Alsace qui est très très bien desservie par le réseau ferroviaire. Là, on n'y est pas du tout. Il faut aller à Vendeuvre sur place ou à Bar-sur-Aube et après le vélo, la trottinette pendant quelques kilomètres. Exactement. Alors, nous, on n'est pas fermé sur permis obligatoire, c'est pas le critère. Mais par contre, à chaque fois, et c'est une question qui est essentielle lors de l'entretien d'embauche, comment vous comptez venir? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir être à l'heure? Voilà, c'est des questions qui sont essentielles. Si le candidat s'engage à venir à bicyclette, à trottinette électrique ou autre, ok, mais c'est un engagement qui doit être fait dès le début et jusqu'à la fin de la saison ou jusqu'à la fin de la durée contractuelle. Mais effectivement, Dolencourt, c'est un peu perdu, voilà. C'est ce qui fait que le parc est magnifique puisqu'on est au milieu de la forêt et c'est vert, mais il faut prendre les devants et s'organiser pour être sûr d'être à l'heure sur son poste de travail. Moi, j'ai une question parce que les manèges, tant que c'est des petits chevaux, ça va, bon, on peut se casser la figure, ça fait mal, mais la tour infernale ou les autres manèges où il y a des conditions de hauteur, d'âge, de taille, donc je suppose que les opérateurs de manèges doivent être majeurs pour exercer le job d'étudiant, mais être majeurs, on est d'accord, hein? Exactement. Nous, on embauche des candidats mineurs à partir de 16 ans. Malheureusement, on ne peut pas les positionner sur tous les postes disponibles. On les focalise sur la restauration, là où on peut les embaucher, puisqu'effectivement, pour des raisons de sécurité évidentes, on ne peut pas les positionner notamment sur les attractions ou à la sécurité ou en boutique. Donc, les mineurs sont acceptés à partir de 16 ans, mais pour la restauration. Je suis opérateur de manège ou opératrice de manège sur les petits chevaux ou les petits hérissons. Est-ce que je peux aller sur un manège type c'est quoi la tour de la peur? Non, ça s'appelle oui. Alors, est-ce que vous êtes polyvalente, c'est ça, sur différentes attractions? Alors, oui. Puisque depuis cette année, l'organisation est un peu revue grâce à nos superviseurs attractions. Et en fait, le fonctionnement du parc fonctionne par zone. C'est-à-dire qu'il a été découpé par zone. Et au sein de cette zone, vous pouvez être positionné en tant que zonard. C'est un terme très niglo. Oui. Mais le zonard est amené en fait à faire les pauses des autres opérateurs d'attraction. Et donc, ce zonard pourra opérer sur différentes attractions de sa zone.
D'accord. Alors justement, Fabienne et Christelle qui sont à vos côtés travaillent à l'agence France Travail de Bar-sur-Aube. Christelle, je m'adresse à vous, directrice de l'agence. Le territoire de Bar-sur-Aube vit en quelque sorte avec les travaux de vignes et Nigloland. On est bien d'accord. Hein. C'est quelque chose, pas que, bien sûr. Mais en termes de saisonnalité, on est sur deux gros secteurs, c'est ça? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, oui, oui. Donc, le territoire de Bar-sur-Aube est situé dans la côte des Bars, reconnu pour ses vignobles d'appellation Champagne. Oui, je vois votre fond d'écran, Alice, qui fait effectivement écho avec justement notre environnement. Donc en fait, c'est vraiment un territoire qui est reconnu essentiellement par ces vignobles d'appellation Champagne, comme je disais, qui sont quand même mondialement connus. Mais le secteur de la viticulture, même si le secteur de la viticulture occupe une place prépondérante avec 2450 embauches en 2024, celui du tourisme joue également un rôle crucial dans l'économie, marqué certes par de la saisonnalité, mais pas que, comme l'a précisé Anaëlle. Mais ces deux secteurs maintiennent vraiment une dynamique de développement sur notre territoire. Le tourisme chez nous, ça regroupe divers métiers qui contribuent à l'accueil et au divertissement des visiteurs, avec près de 300 salariés et plus de 330 embauches. Et ce sont 274 offres qui nous ont été confiées à notre agence en hôtellerie-restauration, en loisirs et animation en 2024, avec une évolution annuelle de plus de 110%. Donc, on est vraiment sur deux secteurs prépondérants qui sont la viticulture et le tourisme. Merci beaucoup. Je vais venir vers vous, Fabienne, mais avant, j'ai une question pour vous, Anaëlle. Audrey pose la question. Alors, je ne sais pas si on a répondu. Les saisonniers sont-ils logés au parc Nigloland? On n'a pas répondu pour ce parc. Alors, effectivement, on a 19 logements qui ont été construits spécialement pour les salariés. Malheureusement, ils sont trop peu pour loger tout le monde. On les réserve pour des postes bien spécifiques tels que les agents de sécurité armés, les cuisiniers qualifiés ou bien des postes sur lesquels les horaires sont vraiment très aménagés et donc horaires décalés plus en soirée. Donc, malheureusement, je ne peux pas m'engager sur loger les candidats. Ça va être sur des postes bien spécifiques. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Fabienne, vous êtes conseillère en insertion professionnelle au sein toujours de l'agence de Bar-sur-Aube. Vous connaissez bien votre portefeuille de demandeurs d'emploi, je suppose, comme tous les conseillers France Travail, mais vous travaillez avec Nigloland, c'est-à-dire c'est vous qui êtes référente de l'agence pour Nigloland pour aider les recrutements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne et est-ce que vous auriez un exemple d'un profil auquel on n'aurait pas songé et qui a fait qui a correspondu aux critères de recrutement de Nigloland? Oui, bien sûr. Donc effectivement, on vient en appui au recrutement du parc Nigloland depuis plusieurs années sur les 3 principales vagues de recrutement par l'organisation de forums, de salons en ligne, de tas d'actions un petit peu innovantes. Et oui, aussi par la promotion de profils, effectivement, où nous, à l'agence, on rencontre des demandeurs d'emploi. Et souvent, en échangeant avec eux, on découvre un petit peu leurs compétences. On appelle ça des compétences transférables. Et étant donné qu'on connaît aussi bien les postes de Niglo et les attendus, ça m'arrive, oui, de prendre mon téléphone et de promouvoir une personne par rapport à des compétences. Et Nigloland les reçoit et souvent les engage, effectivement. Et Anaëlle, alors justement, je peux avoir eu une expérience professionnelle dans les bureaux. Admettons, demain, je veux revenir sur le territoire de Bar-sur-Aube. Je veux travailler à Nigloland. C'est pas grave si je n'ai jamais été dans l'hôtellerie-restauration. Vous me prenez? Oui. Alors, à partir du moment où vous êtes souriante, aimable, vous aimez le contact avec les visiteurs, vous êtes ponctuel, vous savez comment venir à Dolencourt
et vous êtes Oui. ouvert pour travailler les jours fériés et les week-ends, bien évidemment, vous êtes Oui. embauché, madame. Donc voilà, C'est super. non, Donc, mais ça veut... blague à part, c'est Oui, oui. vraiment, c'est avant tout le savoir-être qui compte à Nigloland. C'est vraiment la relation avec les visiteurs. On est là en fait pour que tout le monde passe une bonne journée, que ce soit les visiteurs ou les salariés, les collaborateurs. Donc voilà, l'expérience n'est pas si importante pour nous, sauf pour des postes bien spécifiques. Admettons l'électricien. Là, on va demander des compétences un peu plus techniques et poussées. Mais pour les postes saisonniers, c'est très large, donc le savoir-être avant tout. D'accord. Et est-ce que, Fabienne, vous faites des visites avec les demandeurs d'emploi sur le site de Nigloland ou avec des entreprises? Oui, alors ça, c'est des choses qu'on a organisées effectivement. On a déjà emmené des demandeurs d'emploi visiter le parc avec un accompagnement souvent par les RH qui expliquent un petit peu les attendus, le fonctionnement, etc. Oui, aussi. Et on les fait se rencontrer aussi autour d'événements un petit peu innovants comme le Stade vers l'emploi, où Nigloland participe et nos demandeurs d'emploi aussi, et ça crée aussi des relations intéressantes. Ouais. Oui, oui. Alors, le stade pour l'emploi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un concept où les employeurs font du sport en équipe avec des demandeurs d'emploi. On n'a pas son CV marqué sur le t-shirt. C'est vraiment une question de compétences, de savoir-être, voilà. Et ça permet d'échanger. Ça fonctionne bien comme expérience et sur tout le territoire, voilà, national et régional. Donc, c'est France Travail aux manettes de cette action. Donc voilà, merci beaucoup. Donc Anaëlle, on peut envoyer des CV chez vous. On passe par Pôle emploi, pardon, excusez-moi, France Travail. Oula, France Travail. Si on est demandeur d'emploi, on passe évidemment par son agence, je suppose. Combien de postes vous nous avez dit tout à l'heure à pourvoir à peu près? Alors là, on est sur une bonne centaine de postes, voire plus, puisque on est sur une centaine aux attractions, par exemple, une centaine également en restauration, et après, il y a tous les autres postes. Donc voilà, il reste quelques places. J'ai envie de dire, dépêchez-vous, candidatez, et puis on vous reçoit. Dans tous les cas, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour découvrir non seulement un peu la société si vous ne la connaissez pas. Et après, vous avez l'espace recrutement sur lequel vous pouvez postuler sur les offres en cours ou de manière spontanée. Merci beaucoup Anaëlle, merci beaucoup Christelle et Fabienne. Voilà. Je crois que Fabienne avait... Oui. Fabienne et... Oui. 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 Allez-y. Vous nous entendez? Oui. Oui, parce qu'on a un événement encore où vous pourrez rencontrer, où les demandeurs d'emploi pourront rencontrer potentiellement les acteurs du tourisme. On organise le 24 avril un forum sur les métiers du tourisme et de la restauration à Dienville. Voilà. D'accord. Donc Dienville, à côté de Brienne-le-Château? C'est ça, tout à fait. Et à côté de Bar-sur-Aube, donc pas loin de Nigloland. Voilà. Donc on est sur le territoire Bar-sur-Aubois. Vous voyez, je connais bien, mais allez, je vends la mèche. J'ai travaillé plusieurs années de votre côté. Donc, voilà, je connais bien Fabienne et Christelle. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet sondage. Vous avez un petit sondage qui vous permet d'évaluer votre satisfaction de cet atelier. Bien sûr, nous n'avons pas pu aborder tous les métiers. Ils sont nombreux, mais on voulait mettre à l'honneur Nigloland, le parc de Sainte-Croix, le territoire d'Épernay, le territoire des Gérardmer. On a contacté énormément de structures du Grand Est et certaines n'ont pas répondu. Je suis très étonnée, je devrais peut-être pas le dire, mais bon, voilà, c'est un peu dommage parce que on aurait pu aller encore au-delà. Donc voilà, le tourisme, ça, c'est vraiment toute la région Grand Est sur l'ensemble du territoire. Donc je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Vous retrouverez je vois que les slides défilent, merci Christelle. Vous retrouverez toutes les ressources mises à disposition dans le PPT qui va vous être adressé. Alors moi, je voudrais vraiment remercier Laetitia Veillant de l'Agence régionale du tourisme Grand Est qui n'a pas
pu se connecter dès le départ, mais bon, on a le PPT, on aura ces éléments. Marie-Neige Beauvais et Rodolphe Ritt, pareil, qui n'a pas pu se connecter, de la direction régionale de France Travail. Romain Lot de l'UNAT, Laurence Prévost de l'Office de tourisme d'Épernay, Blandine Jonard de Gérardmer, Nadège Ruffenac du Parc de Sainte-Croix, Anaëlle Reynaud de Nigloland et qui était en direct du parc d'attractions. Un grand merci, vraiment un grand merci à Christelle Gollard et Fabienne Piquet qu'on vient d'entendre à l'instant de l'agence de Bar-sur-Aube France Travail. Allez visiter la Côte des Bars, c'est magnifique, et la route du Champagne d'Épernay aussi évidemment, et puis les vins d'Alsace, hein, comme ça vous aurez fait le tour, et de Moselle parce que j'ai entendu tout à l'heure. Également un grand merci à Alain Carré de l'OREF Grand Est, à Blandine Mougenot et Véronique Piedana, mes collègues de la direction de la formation, qui étaient en back-office. Un grand merci à Valérie Violette. Christelle, rejoins-moi s'il te plaît, qui est à la technique. Elle va vous annoncer les prochains webinaires. Vous allez voir. Hop. Alors, Christelle, allez. Puis on est toutes les deux en train de bouger les machins. Alors, c'est quoi les prochains webinaires? On se fait vraiment une joie. Nous, on a aimé celui d'aujourd'hui. Allez, c'est à toi. Alors, le prochain, ce sera le 29 avril, ce sera les métiers de l'eau. Je vais, voilà, pas bouger la slide, merci. Et le suivant, donc le mois d'après, ce sera les métiers de l'industrie du luxe. Voilà un joli programme en perspective, très différent. Merci beaucoup, Christelle, parce que tu es à la technique et c'est pas facile. Et s'il y a des couacs, je dis toujours, c'est pas de ta faute, c'est un problème de connexion, de réseau. Il faut vraiment énormément de réseau et voilà, un débit satisfaisant pour pouvoir avoir un bon son. Les métiers de l'industrie du luxe, j'y reviens, c'est pas histoire d'acheter des trucs du luxe, c'est vraiment valoriser des entreprises qui sont dans le secteur de l'industrie du luxe et qui ont des savoir-faire traditionnels, c'est exceptionnel. On trouvera la pression sur étoffe, la bijouterie joaillerie, le cuir, maroquinerie sellerie, l'ameublement, bois ameublement, et puis vous verrez, il y a 2-3 surprises, et évidemment verre cristal. Voilà, on attend des réponses, mais ça va être un très très beau webinaire. Et en juin, on ira également sur l'univers des métiers de l'aide à la personne. Donc, on en reparlera la prochaine fois. Voilà, ce webinaire prend fin. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains webinaires et à donner votre niveau de satisfaction. Et on se quitte avec la dernière vidéo institutionnelle de la région Grand Est.